Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous inspire déjà, tout ce concept, et ça vous dit quoi, ce concept de francophonie, et notamment de francophonie économique surtout? Je voudrais rappeler, d'abord, merci de m'avoir convié, cher président Attias, j'ai entendu l'expression. Oui, enfin c'est... Et merci de m'avoir convié à ce rendez-vous, qui est important pour moi pour de multiples raisons. Je dirais très simplement que si on veut qu'il y ait francophonie économique, et j'ai 2-3 idées là-dessus, il faut qu'il y ait d'abord francophonie. Donc une remarque toute simple, qui est en amont de toutes les réflexions très intéressantes qu'on a entendues, c'est qu'il faut absolument qu'un maximum de gens dans le monde continuent à avoir envie, d'avoir besoin et d'avoir les moyens d'apprendre le français. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il ne faut pas partir d'une donnée automatique. Deuxièmement, c'était une idée formidable qu'avaient eu les présidents Mitterrand et Diouf, de créer un cadre multilatéral pour que l'ensemble des pays francophones se rassemblent, existent, coopèrent et avancent. Mais il ne faut pas oublier ça, au point de départ. Mais est-ce que cela suffit ? Avant de se demander qu'est-ce que les francophones, quand ils se rassemblent entre eux, vont dire d'utile, il y a une très grande partie de ce qu'on a entendu qui peut se dire en anglais, en fait, ou en espagnol, ou en chinois. Tout ce qui concerne le climat, les inégalités, la place des femmes, même les valeurs. Il y a une très grande partie qui peut se dire dans toutes les langues. Donc on est tout de suite après devant le défi. Quel est le contenu exact de la francophonie économique ? Donc je rappelle simplement, pour commencer notre échange, ce préalable. Il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce que cela va suffire ? Non. Cette notion de langue française ou de partage de la langue ? Non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que j'écoutais avec un très grand intérêt ce qui était dit par les présidents et les autres intervenants, c'est que même si on prend la question de la francophonie économique et des entreprises, ça ne va jamais dispenser les entreprises francophones, françaises, belges ou autres, d'être compétitives. Le mot a été employé d'ailleurs par le président du Sénégal, je crois. Non. Absolument. Donc ça ne dispense de rien. Deuxièmement, les pays qui espèrent avoir un maximum d'investissements, d'accords, etc., ça ne les dispense pas non plus de créer un environnement juridique sûr. C'était le 4e ou le 5e point de Laurent Fabius. C'est tout à fait évident, l'OHADA, etc. Ça ne les dispense pas. Ce n'est pas parce qu'on est francophones ensemble et que ça nous réjouit et on est content qu'on ait des organisations et qu'on se retrouve régulièrement et qu'on échange des cartes de visite. Ça ne veut pas dire que les notions de base de la compétition mondiale féroce ont disparu. Dans le monde de l'économie globale, de marché financiarisé, dérégulé, on sait très bien qu'il y a une bataille féroce qui se livre plutôt en globish, enfin, le sous-américain d'aéroport et qui est pratiqué partout. Bon, il y a une bataille mondiale des langues. Donc il ne suffit pas de dire, nous les francophones, on a échangé ceci, cela. Donc personne n'est dispensé de cet effort. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute alors ? Une valeur ajoutée. Concrètement, pardon. C'est très précis. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il ne suffit pas de se rassembler entre francophones pour dire la même chose que ce qu'on pourrait dire en anglais. Il faut qu'il soit démontré assez vite. À démontrer, ça se joue maintenant, ça se joue en peu de temps. Ça a commencé que le premier forum économique, c'est une très bonne idée, mais c'est un sacré défi quand même. Il s'agit de démontrer que la notion de francophonie économique fonctionne. Ce n'est pas fait encore. Mais si on prend tout ce qui a été dit, suggéré, demandé par les chefs d'État, il y a énormément de pistes. Alors, il y a même l'un d'entre eux qui a dit une préférence. Alors ça, c'est complètement contraire aux règles de l'OMC. Enfin bon, il faut démontrer en 2-3 ans que... Au titre de la solidarité. Oui, non, les fondements sont très justifiés, au titre de la solidarité. Mais après, on est dans des règles mondiales. Bien sûr. Et il n'y a pas une préférence économique hispanophone, vous voyez. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut trouver une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est les réseaux. C'est en effet le fait qu'il y ait un maximum de réunions comme ça qui se démultiplient dans des réunions très concrètes d'investisseurs, d'entrepreneurs dans des domaines particuliers. Et à ce moment-là, on pourra dire, mais pas tout de suite. C'est en cours, c'est une très belle démarche, une belle ambition. Mais au bout de 2-3 forums, enfin on est au deuxième là, donc 3-4, on dira, bon, ça y est, il s'est constitué un tel réseau d'entrepreneurs, d'investisseurs, de ministres des Finances, de ceci, cela, francophones, qu'il y a une vraie valeur ajoutée, ça fonctionne plus vite, on gagne du temps. Il y a des affinités, n'exagérons pas sur les valeurs, parce que la traduction en termes économiques n'est pas évidente, bon, mais il s'est créé quelque chose
Et c'était pas évident au début, mais ça commence à exister. Donc il faut le démontrer. Ça rejoint un peu le ça. commentaire de notre ami chef d'entreprise algérien. Exactement. Exactement, c'est un exemple parmi d'autres que l'ensemble des chefs d'entreprise se mettent en réseau, mais certains d'entre eux ils ne trouveront pas à travailler ensemble, ou ils seront en rivalité entre eux. Bon, mais dans l'ensemble, il peut sortir en effet une valeur ajoutée, mais elle est à construire entièrement. Donc c'est ça sur quoi j'insiste. Ça ne découle pas du simple fait de dire il y a une francophonie, entre autres économique. C'est la même chose sur la francophonie diplomatique. Hein. Justement, j'allais y venir. Vous avez pendant près de 18 ans, si je ne m'abuse, été aux affaires, si on peut dire. Comment vous réagissez à ce concept que Laurent Fabius souligne très souvent de diplomatie économique et qu'il en fait même comme un de ses... on ne peut être que pour. Mais comment ça peut se réaliser sur le terrain? Vous connaissez tous les... C'est autre chose que la francophonie économique. La diplomatie économique, c'est la mobilisation de l'appareil diplomatique français pour défendre les intérêts économiques français. Bon, c'est très remarquable tout ce qu'il a fait sur ce plan. C'était un peu déjà le cas avant, mais pas à ce niveau d'intensité, d'organisation, etc. Et à peu près tous les autres pays le font. Enfin, les grands pays, les États-Unis le font de façon extrêmement efficace depuis toujours. Les Allemands le font. Bon, c'était très bien que la France le fasse. Mais c'est autre chose que la question de la francophonie économique. On ne passe pas automatiquement de la diplomatie économique française, donc mobilisation de l'appareil diplomatique français pour défendre les intérêts économiques français. C'est une chose que tout l'appareil s'est converti à cette idée. Les énormes entreprises n'en ont pas besoin, en réalité. Donc ça concerne surtout l'énorme réseau des PME. Mais francophonie économique, c'est encore autre chose. C'est à construire. Hein. Faut voir ça non pas comme des évidences confortables, automatiques. Ça y est, on est francophones, on fait des affaires géniales ensemble. Bon, tout le travail est à faire après. Vous voyez, c'est plutôt une ambition, une mobilisation, un objectif. Quels sont néanmoins les avantages regardons le verre à moitié plein, quels peuvent être les avantages à avoir, à partager cette langue commune dans le monde des affaires? Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait gagner du temps. Uniquement? Parce que la seule valeur ajoutée? Ah non, c'est très important, parce que dans beaucoup d'affaires, c'est déterminant. Le fait d'avoir un accès rapide, facile, on se comprend, ça fait gagner du temps. Il y a les valeurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a des éléments de compréhension issus d'une éducation, culture commune, référence commune. Donc ça peut créer un climat de confiance. Mais ça ne suffit pas non plus. Je crains la facilité, vous voyez, par rapport à ça. Ça ne suffit pas. J'ai dit tout à l'heure, il faut créer que les entreprises du Nord soient compétitives, que les pays du Sud créent un environnement juridique sûr et fiable, ce qui n'est pas toujours le cas. Voyez, donc ça ne dispense de rien. Mais c'est plus facile, c'est plus rapide, ça inspire confiance, c'est plus agréable peut-être. L'Afrique pèse un point important dans cette potentielle francophonie économique. Qu'est-ce que l'on doit faire pour éviter qu'on assimile, en tout cas au départ de Paris, cela à une reconstitution de réseau France-Afrique? Il faut mettre en évidence l'ensemble des francophones hors Afrique. C'était très important qu'il y ait le Premier ministre de Belgique. Est-ce que cela suffira pour tuer ces vieux démons? Ça, c'est autre chose. Et puis j'ai vu l'ambassadeur d'Albanie, qui est je ne sais où, là, dans la salle. Bon, l'Albanie est un petit pays vaillamment francophone aussi, avec c'est parce que sous la dictature, ils n'avaient pas le droit d'apprendre les autres langues, donc il en reste des restes formidables. Bon, non, il faut mettre en évidence l'ensemble des autres pour montrer que ce n'est pas qu'africain. Deuxièmement, il y en a ras-le-bol d'avoir des complexes en France sur le fait d'avoir un lien fort avec l'Afrique. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'en profite puisque vous me posez la question. Toutes les puissances importantes dans le monde ont une politique africaine. Toutes. D'ailleurs, il y a un énorme sommet en Inde. Qui démarre ce soir. D'ailleurs, certains de ceux que vous aviez invités voulaient venir, mais ils ont dû aller en Inde. Et ceux qui nous viennent de nous quitter sont sur la route de l'Inde. Voilà. Tous. Bon, donc toutes les puissances dans le monde ont une politique africaine. Le seul pays au monde qui s'est pris la tête sur le fait de savoir si c'était pas mal en soi d'avoir une politique africaine, c'est la France. C'est quand même extravagant. Mais ça n'a aucun rapport avec la réalité du monde, ni avec la réalité de l'Afrique. C'est un rapport avec les convulsions franco-françaises sur qui sommes-nous, notre passé, l'histoire et compagnie. Bon, c'est complètement négatif, c'est tout à fait à dépasser. Et de toute façon, ça ne devrait même pas exister quand on voit la nature des relations entre les pays d'Afrique d'aujourd'hui et la France. Et moi, je connais aucun dirigeant africain qui a envie de se trouver en tête-à-tête tout seul avec les Chinois.
même si dans certains cas, ils trouvent très bien qu'elle a une offre chinoise qui est compétitive, qui permet de faire pression sur les entreprises européennes. C'est de bonne guerre, ça, c'est dans la mondialisation. Donc il faut dépasser ça. Mais c'est une affaire... Ça ne concerne pas nos amis francophones d'ailleurs, ils y sont pour rien. Ils sont porteurs d'un dynamisme francophone impressionnant, à peu près partout. Donc la question que vous venez de poser, Richard, à juste titre, c'est un problème de blocage mental franco-français. C'est que pour nous. Vous qui avez beaucoup côtoyé et travaillé avec des grandes autres régions, qu'est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, qu'est-ce qui pourrait nous inspirer de zones économiques comme l'APEC, l'Asie-Pacifique ou d'autres, pour consolider ce concept d'économie, enfin de francophonie économique? Il n'y a pas tellement de choses comparables. L'Asie du Sud-Est, c'est pas linguistique, hein, en fait. Non, ils ont juste un océan en commun, la région APEC. Mais c'est pas une langue. Non, justement. Donc ils se servent. Ah oui, l'énorme accord que Obama a réussi, c'est une des immenses réussites d'Obama, ça, l'accord commercial transpacifique sans la Chine. Il y avait un projet chinois concurrent. Bon, mais ça se fait en ce que j'appelais le globish tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de zone tout à fait comparable. Peut-être l'Espagne. Peut-être l'Espagne. Il faudrait regarder ce que les Espagnols font. Alors, ils sont moins répartis dans le monde que la francophonie, qui est présente dans des dizaines de pays sur tous les continents. En revanche, ils ont un atout formidable que le dynamisme de l'espagnol aux États-Unis. Alors ça les aide, ils sont portés par ça, sans faire aucun effort. Mais je pense qu'il y aurait à regarder dans les liens entre l'Espagne, à la fois institutionnels, des sommets avec le roi, et en même temps une multitude de liens d'investissement, d'entreprises, etc. Par exemple, Felipe González, c'est quelqu'un qui, après avoir quitté le pouvoir en Espagne, a énormément investi dans les liens économiques entre l'Espagne et tous les pays hispanophones le Brésil, c'est encore un autre cas. Donc il faudrait regarder ça un peu. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions pour M. Hubert-Védrine? Ça peut nous donner des idées, ça. Non, On a des micros, voilà. Ils veulent entendre... Alors avant que les chefs d'entreprise ou d'autres d'ailleurs réfléchissent à une ou deux questions, j'aimerais juste donner la parole et voir comment vous réagissez à l'idée de mon ami Loïc Perron, que je vois ici au premier rang, qui tout à l'heure m'a interpellé sur une idée que je lui ai demandé d'exprimer d'ailleurs. Mais j'aime bien tout ce que je découvre un petit peu, et je suis d'accord avec vous, M. Védrine, sur le fait que c'est pas très sexy encore, cette histoire. Ça l'est depuis longtemps, mais c'est pas, on a tous des liens. Je vais juste vous raconter 2-3 anecdotes qui, évidemment, intéressent directement mon métier. Je suis marin, je fais des courses de bateaux à voile. Étonnamment, j'ai gagné une course qui s'appelle Québec-Saint-Malo. J'ai gagné 2 fois une autre course à la voile qui s'appelait La Baule-Dakar, je voulais le dire en présence du président tout à l'heure. On gagne des courses à la voile en Suisse, en Belgique, un peu partout. Mais je trouve qu'il y a un lien, il y a peut-être un lien symbolique, parce qu'on a besoin de symboles pour rallier les plus jeunes et les moins jeunes, mais on a besoin d'une autre symbolique que cette jolie langue de Voltaire, on est d'accord. Et cette symbolique étonnante, elle est historique, et on n'en a pas honte, on est bien d'accord là-dessus aussi, elle a été maritime. Et on peut, la quasi-totalité de tous ces pays francophones, et francophiles surtout, ont tous plus ou moins une frontière maritime, même si ça n'est que sur un lac. Et j'ai l'impression qu'on peut peut-être relier symboliquement, dans le futur, les plus jeunes, leur apprendre une culture maritime inexistante ou oubliée, parce que vous savez, en mer, quand on a la chance de faire du bateau, en course ou en croisière, c'est l'une des plus belles écoles de vie, tout simplement. Et si on peut commencer on va pas transformer tous les passionnés de football en marins, on est bien d'accord, surtout pas. Les uns sont beaucoup plus nombreux, mais les autres sont intéressants aussi, il ne faut pas les oublier, voire même les créer ou les générer. Voilà. C'est une petite idée qui me vient à la tête depuis pas mal de temps, et étonnamment, quand j'ai découvert... Richard, merci de m'avoir invité. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. On ne sait jamais. Ça fait réfléchir. Merci Loïc. Vous pourriez créer la Coupe de la francophonie. Ben voilà, on va demander à Loïc de se saisir et puis les chefs d'entreprise seront sponsors. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant qu'on libère Oui, pardon, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais revenir un tout petit peu sur les problématiques économiques qui se sont posées ce matin et poser la question à M. Védrine. En fait, si on regarde le forum, on se rend compte qu'on est dans la continuité d'essayer de mettre de la stratégie dans l'espace francophone. Et pour la stratégie, pour moi, à mon avis, il faut d'abord un espace économique. Par rapport à cet espace économique, on a non seulement le problème de la langue, mais le problème de la monnaie et le problème des échanges. La langue ne pose aucun problème. Le français est le lien secret entre la France et l'ensemble des autres pays. Le problème, c'est la monnaie. Le franc CFA
a été créé depuis longtemps dans un contexte économique. Aujourd'hui, le monde a changé. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Vétrine, qu'il faudrait aujourd'hui changer la corrélation qui existe entre le CFA et la monnaie européenne dans un but très simple? La simplicité revient dans le contexte aujourd'hui où les États-Unis et l'Europe ont changé leur façon de battre de la monnaie en faisant de la quantitative easing. Ce qui fait que nous, les Africains, nous ne pouvons pas exister tant que cette corrélation entre le CFA et l'euro n'a pas été changée. Nous sommes des experts africains qui, depuis 4 ans, réfléchissons, écrivons sur ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas changer cette corrélation? Je n'ai pas pu poser cette question aux autres présidents, j'en profite pour le lui poser. Merci. Merci. Avant que M. Hubert Védrine réponde à cette question, je vais juste prendre aussi une deuxième puis une dernière question. Une deuxième à M. Jérôme Clément, qui est au premier rang. Voilà. Qui est le président de l'Alliance française, si je ne m'abuse, et qui fut un grand homme des médias. Merci beaucoup. Oui, la question que je voudrais poser est un peu plus générale. Au fond, est-ce que la francophonie n'est pas la nouvelle frontière de la France aujourd'hui? Dans un monde globalisé dans lequel on voit les difficultés permanentes de construction et d'élaboration de l'Europe, avec aussi les hésitations sur la capacité à être sur les terrains mondiaux toujours en même temps, est-ce que dans un monde globalisé dans lequel en particulier la communauté numérique joue un rôle clé, est-ce que la langue et la francophonie ne sont pas le véritable destin à renouveler de la France? Et une troisième et dernière question au premier rang, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très vite, oui. Thomas Louaka, vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays francophones au monde. Merci de nous avoir rejoints d'ailleurs en cours de route, monsieur le... Je l'ai fait exprès pour signaler la présence de la RDC dans la réunion. Et juste, j'ai été refroidi tout à l'heure par l'intervention de M. Védrine. C'est vrai, j'étais enthousiaste après le premier panel, mais lorsque j'ai suivi que tout ce qui a été dit ici peut être dit dans d'autres langues, il faut trouver une plus-value. Et M. Védrine a proposé, par exemple, la plus-value pourrait provenir du fait que les entreprises francophones font des affaires entre eux par affinité culturelle. Est-ce qu'il n'y a pas une autre plus-value qu'on pourrait trouver dans les domaines écologiques, par exemple les sommets de Paris? Est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie des pays francophones qui harmonisent leurs points de vue sur le plan écologique et défendre ces points de vue ensemble? Ça pourrait faciliter la réussite du sommet dont on a souhaité bonne chance à M. Laurent Fabius. Merci. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Hubert Védrine, 3 questions. Sur la première question monétaire, il n'y a pas une coïncidence exacte entre la question de la francophonie en général, dont je rappelle que c'est une bataille linguistique mondiale qui se passe sur tous les continents, et la question particulière du franc CFA. Et là-dessus, je répondrai comme Laurent Fabius. C'est une question importante, ce n'est pas le lieu d'en parler ici. On ne touche pas à ces questions de façon impulsive. Il faut regarder de près avantages, inconvénients. Hein. Mais on ne va pas développer ça ici, ce n'est pas exactement le sujet, en réalité. La deuxième question, la remarque de Jérôme Clément, je suis tout à fait d'accord jusqu'à un certain point, parce que ce n'est pas la seule dimension de la France, c'est pas la seule... Mais oui, bien sûr, étant donné qu'il y a une bataille mondiale pour la diversité culturelle contre le nivellement culturel. C'est une bataille que la France a portée il y a quelques années à l'UNESCO et a obtenu une convention sur la diversité qui est évidemment une dimension linguistique. C'est vrai qu'il y a une bataille dans le bon sens du terme, il y a une bataille mondiale pour la diversité linguistique, pour que le monde entier ne soit pas obligé de parler ce dont je parlais, du sous-américain d'aéroport, qui est une insulte d'ailleurs à la langue anglaise. Bon, de toute façon, ça n'arrivera pas. Les Chinois ne parleront pas le globish. Les Arabes non plus, les Russes non plus. Il y a que quelques pays d'Europe de l'Ouest qui ont cru il y a quelques années, notamment dans le monde économique, que c'était la modernité absolue, que la pratique de la langue française était une sorte d'archaïsme affreux. Bon, j'espère et je crois que c'est en train d'être dépassé, ça. Donc ce que dit Jérôme Clément est très juste, surtout si on l'associe avec la révolution numérique.
Oui, bien sûr, c'est une immense dimension qu'il faut assumer complètement sur le plan des mots, du discours, sur le plan de la culture, sur le plan de la technologie, sur le plan des entreprises, etc. Oui, je suis entièrement d'accord. Et là, tous les pays francophones devraient se sentir partie prenante, avec plus ou moins de moyens, par rapport à ça. Troisième remarque. La valeur ajoutée. Oui, j'espère bien ne pas vous avoir refroidi en parlant de valeur ajoutée. Ce n'est que positif. Je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'on s'est dit en français des choses très bien, qui auraient pu être dites dans n'importe quelle autre langue, que ça suffit. Est-ce que ça marche? D'où l'idée de valeur ajoutée. Il m'a semblé que dans les interventions de ce matin, dans celles des chefs d'État africains, du Premier ministre belge, de Laurent Fabius, il y a bien 10 à 12 pistes extrêmement concrètes. Quand on parle de mobilité, quand on parle d'éducation, quand on parle de formation, y compris au numérique. Si on croise tout ça et qu'on démontre que ce n'est pas de façon automatique et magique parce qu'on est francophone qu'on a fait ceci, cela que les autres ne font pas, mais qu'on a construit quelque chose, et au bout de quelques années, oui, on a construit les réseaux, on a construit les pratiques, là, on aura démontré, alors que le reste du monde regarde ça, un peu interrogatif, on va dire. Et donc, il faut le faire. Il faut le démontrer. Il ne faut pas le proclamer simplement, il faut le démontrer. Merci Hubert Védrine, que l'on remercie et qu'on applaudit. Et je passe la main tout de suite à Étienne Gernel, rédacteur en chef du Point, pour sa table ronde avec les chefs d'entreprise. Merci.